Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Allegria Real Estate. Mon nom est Caroline et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Lisa pour parler du sujet qui vous intéresse tous, les taxes du propriétaire. Lors du parcours d'achat en Espagne, le sujet le plus important, ce sont les taxes du propriétaire. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous les détailler vraiment étape par étape et sur une étude concrète puisque c'est une maison que tu as à la vente, Lisa. Exactement. Dis-nous en plus. Cette maison donc, est située à San Miguel de Salinas. De las Salinas, on peut dire les deux. De la San Miguel. San Miguel, tout court. C'est dans la région, donc nous sommes dans la région d'Alicante. On est situé à peu près à 12 minutes de ma plage préférée qui est 9 Mil km. Palmeras. 9 km, exactement. Donc vous êtes un petit peu dans les terres. La maison est une maison 3 chambres, 3 salles de bain dans une copropriété avec une belle piscine. Donc ça, c'est pour la maison. Ça donne envie. Ouais, est au prix de 180 000 €. Très bien. Voilà, donc quelles sont les charges qu'on aura à payer pour acquérir cette maison? Alors le prix affiché est donc de 180 000 € et pour commencer, nous allons parler de la taxe sur la propriété. Taxe sur les transferts de propriété ou ITP. Sur la région d'Alicante, eh bien celui-ci est à 10%. Donc le calcul est facile, 10% de 180 000. L'ITP concerne le marché secondaire. Donc, lorsque vous êtes sur une propriété neuve, on parlera de TVA également à 10% où on ajoutera un petit pourcentage supplémentaire qui est de 1% environ. Exactement. Alors quoi d'autre comme frais? Eh bien, il y a également les frais de notaire, donc frais de notaire à hauteur de 1%, donc notaire et enregistrement, donc très différent de ce qu'on dit en France. Très souvent en France, on a donc tendance à dire frais de notaire pour la globalité. Or en Espagne, on sépare vraiment tous les frais, donc il y a les impôts et les frais de notaire qui finalement sont bien moindres. Pour 1%, eh bien on est à 1 800 €. D'ailleurs, ce n'est pas le notaire qui paye les 10%. C'est soit vous, si vous n'avez pas d'avocat, soit votre avocat qui paye pour vous les 10%. Exactement. D'ailleurs, quels sont les frais d'accompagnement juridique? Les frais d'accompagnement juridique sont de 1 500 € forfaitaires et donc cette personne va tout faire pour vous, va faire toutes les déclarations, l'enregistrement chez le notaire de votre propriété, puisque si ce n'est pas enregistré et payé dans les 30 jours, eh bien vous ne serez pas propriétaire. Donc c'est ultra important. Vous devez payer cet impôt pour recevoir ensuite votre titre de propriété. Pas d'inquiétude, 30 jours c'est large. Oui, Généralement, l'avocate le fait dans les jours qui suivent le passage chez le notaire. D'accord? Et vous recevez quelques mois après, il me semble que c'est 2-3 mois après, votre dossier complet en fait, qu'on vous remet avec le tampon officiel en fait, du notaire, tout simplement. Ça va dépendre de la charge de travail du notaire, de l'efficacité du notaire, mais effectivement, tout est en règle. Oui, comme tu l'as dit, entre 2 et 3 mois, vous avez votre petit tas de documents que vous allez pouvoir ranger au fond du placard jusqu'à l'éventuelle revente. Donc ça, c'est très important. Exactement. On a d'autres charges quand on achète une propriété. Donc ça va être des charges qui vont être dites récurrentes puisque c'est les charges annuelles. Alors attention, on n'a pas parlé de charges qu'il va falloir, en tout cas d'un coût qu'il va falloir anticiper. Donc c'est le coût du chèque de banque. Exactement, j'aurais dit plus, oui. Le coût du chèque de banque, puisque nous, on vous recommande très fortement de ne pas transférer l'argent directement au propriétaire. On le rappellera à chaque vidéo, mais le notaire n'a pas ce rôle. Il n'a pas ce rôle de garde-fou. Vous n'allez pas transférer l'argent au notaire. Vous allez faire le transfert directement au propriétaire actuel de la maison, de l'appartement. Donc c'est plutôt audacieux. Donc on vous recommande plutôt de réaliser donc ce chèque de banque dans votre banque et qui pour ce montant de maison va être autour des 300 €. Donc vous pouvez également souscrire à une assurance habitation ou d'autres produits dans la même banque pour vous permettre de négocier un petit peu le chèque de banque. Tout est bon à prendre. Tous les euros économisés sont bons à prendre. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres frais, notamment des frais de courtage si vous faites un prêt? Ouais, si vous avez recours à un emprunt bancaire, eh bien, il faudra également anticiper les frais de courtage. D'ailleurs, on a fait une très bonne vidéo avec Karine, donc notre courtière partenaire, justement, qui réalise des simulations pour vous. On mettra peut-être la vidéo justement en lien pour que vous puissiez cliquer dessus, la visionner et ce qui vous permettra de tout savoir sur l'emprunt bancaire en Espagne actuellement. Exactement. Donc pour revenir sur les charges
que l'on va avoir en fait au fil de l'année. Donc, on prend toujours l'exemple de la maison dont on a parlé, la maison à 180 000 euros. Donc, au niveau des charges, donc, forcément, vous avez l'électricité et l'eau, mais bon, ça, je ne peux pas vous dire puisque forcément, ça dépend de votre consommation à vous. Vous pouvez tout simplement regarder le prix du kilowattheure sur Internet. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle donc les charges de copropriété, puisque la maison actuelle est en copropriété. Donc, avec une piscine, les charges sont de 35 euros par mois. Une belle piscine, hein. C'est une belle piscine. C'est plutôt pas mal, 35 euros par mois, puisque nous, du coup... On compare avec la France, mais on pourrait comparer avec la Belgique, la Suisse ou le Canada. Les frais de copropriété seraient plutôt au-dessus des 100 euros pour l'entretien d'une piscine à l'année. C'est très cher. On peut s'y baigner à l'année. Attention, elle n'est même pas fermée l'hiver, celle-ci. Donc 35 euros par mois. Elle n'est pas très chaude l'hiver par contre. On a déjà vu des Allemands s'y baigner. Hein. Mais elle est ouverte. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle l'assurance habitation. D'ailleurs, on vous conseille de la prendre directement dans votre banque, puisque le fait de la prendre dans votre banque va vous permettre de réduire le coût d'un chèque de banque, tout simplement. Oui, ce qu'on vous disait tout à l'heure, effectivement. Plutôt pas mal. Donc, une fois qu'on a fait le décompte de ces charges, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste forcément l'imposition. Donc l'imposition, c'est tout simplement la taxe foncière qu'on appelle en Espagne l'IBI. Sur cette propriété, elle est de 390 à l'année. Donc, on rappelle les mètres carrés. On est presque sur 100 mètres carrés. Avec 3 chambres, 3 salles de bain. Un terrain, un petit terrain de 100 mètres carrés aussi. C'est ça, donc vraiment plutôt pas mal. Sur cette maison, donc si vous souhaitez, dans le cadre d'un investissement locatif, avoir cette maison, vous avez des différences entre un résident et un non-résident. On rappelle juste que pour tout le processus d'achat, il n'y a aucun surcoût pour un non-résident. Les impôts, les taxes, les charges, jusqu'ici, sont les mêmes qu'on soit résident ou non-résident, qu'on soit étranger ou espagnol. C'est très important de le retenir. Exactement. Donc là, les différences vont arriver au niveau des différences si on est résident ou non-résident. Puisqu'il faut savoir que si vous êtes résident, ce n'est pas plus avantageux finalement de louer votre propriété puisque ça s'ajoute en fait... Pas toujours, effectivement. Pas toujours. Ça s'ajoute en fait à vos revenus. D'accord ? Donc, tout simplement, c'est basé en fait sur le système de barème progressif, IRPF, un petit peu ce qu'on a aussi en France. C'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est ça, exactement. Donc, ça s'ajoute, en fait, vos revenus locatifs s'ajoutent à vos revenus salariés ou autres, et donc vous payez une imposition sur ces revenus-là. Alors que quand vous êtes non-résident espagnol, c'est fixe. C'est fixe. Vous payez 19% des bénéfices locatifs si vous êtes dans l'Union européenne et 24% des bénéfices de revenus locatifs si vous êtes hors européen. J'en profite pour faire une parenthèse, puisque quand on annonce, lorsque vous nous posez la question, 19% et 24%, vous nous dites tout de suite « Waouh, c'est cher !» Attention, c'est sur le bénéfice, donc c'est sur quelque chose que vous avez gagné. Donc vous vous enrichissez, c'est-à-dire qu'il vous reste quand même les 80%. Donc vous gagnez 80% de revenus en plus. Et surtout que vous pouvez déduire tout ce que vous, plus ou moins tout ce que vous souhaitez. C'est-à-dire les charges de copropriété, les charges de conciergerie, les meubles que vous avez achetés, même les chiffons que vous achetez pour votre propriété. La vaisselle, les fourchettes, vous pouvez absolument tout déduire, les intérêts d'emprunt. Il faut savoir également que l'immeuble s'amortit aussi. Donc ce sera 19 ou 24% sur la base taxable. Exactement, sur ce qui reste vraiment. Sur ce qui reste. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt avantageux, effectivement. On peut le dire. Et du coup, donc ça c'est bien, c'est dans le cas où on fait un investissement locatif, mais si les personnes qui nous regardent ne souhaitent pas louer leur propriété, que se passe-t-il ? C'est pas bien déjà. Ne laissez pas votre maison vide. Alors, si vous ne mettez pas en location votre propriété, eh bien là, oui, il y a une taxe supplémentaire. On nous dit, c'est la taxe d'habitation. Ce n'est pas une taxe d'habitation. Ça s'appelle la taxe du non-résident. Elle existe, alors c'est mon interprétation personnelle, mais pour vous inciter à mettre en location votre propriété, puisque on est en manque. On est en manque, surtout sur des secteurs touristiques. Nous sommes en manque de propriétés à louer, que ce soit en courte durée même, mais surtout en longue durée, puisqu'il y a des personnes qui travaillent ici pour les loger. D'ailleurs, petit aparté sur la longue durée, si vous êtes résident espagnol,
l'État est tellement content que vous mettiez votre bien en longue durée qu'il vous fait une remise sur l'imposition d'il me semble 50%. C'est 60%. 60%. Ouais, 60% sur le revenu généré. Énorme. Donc vous payez... remise d'imposition. Oui, vous payez donc l'impôt uniquement sur les 40% restants. Très honnêtement, c'est bénéfique. C'est plutôt pas mal. Exactement, donc ça ce sont des réductions fiscales qu'il faut avoir en tête. Alors pour revenir à cette taxe du non-résident, il y a des personnes tout de suite quand ils entendent taxe, eh bien le poil s'érisse et ils pensent qu'ils vont payer énormément. Eh bien c'est faux, puisque cette taxe est calculée sur la valeur cadastrale de la propriété. Donc on retient bien cette propriété que tu nous as présentée, coûte 180 000 euros. Sa valeur du sol, sa valeur cadastrale est de 120 000 euros. Donc ce n'est pas calculé sur le prix d'achat. Non. C'est calculé sur la valeur du sol. Et par ailleurs, on va prendre que 1,1% de ces 120 000 euros pour calculer. Donc ce sera la base taxable. Et donc en fonction, si vous êtes européen ou non européen, même mécanique que pour le revenu locatif, ce sera 19% ou 24% de ces 1% de ces 120 000 euros. Jusque-là, si vous ne nous suivez pas, mettez-le nous en commentaire. Donc ça donne quoi concrètement sur une maison à 180 000 euros, celle-ci concrètement? Si vous êtes européen, vous aurez à payer 250 euros par an si vous ne louez pas votre propriété. Et si vous n'êtes pas résident de l'Union européenne, vous aurez à payer 316,80 euros exactement par an également si vous ne louez pas votre propriété. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre taxe. C'est terminé. C'est-à-dire qu'avec les éléments que nous avons donnés, vous avez la possibilité de budgéter, d'anticiper votre achat. Et de manière plus efficace et pour éviter les surprises. Tout simplement. Zéro surprise. Quelque chose qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure, le prix affiché est de 180 000 euros. Il n'y a pas d'autre coût vis-à-vis de l'agence immobilière puisque les frais sont payés par le vendeur, donc ils sont inclus dans le prix. Exactement. Pas de frais cachés, pas de surprise. On ne rajoute pas des frais cachés au dernier moment, non. On ne vous dit pas quand vous êtes assis devant Lisa, il y aura 5 000 euros en plus à payer. Non, il n'y a pas de... Tout est transparent. C'est uniquement les 12% que vous avez vus au départ. Tout donc à fait. 12%, on inclut l'imposition, les frais de notaire et les frais d'avocat qui sont grandement recommandés. Puisque tout ça, si vous ne le faites pas, si vous n'avez personne pour vous représenter, c'est à vous de le faire. Je vous garantis que vous ne voulez pas le faire. Voilà, donc c'est chronophage. Si vous ne parlez pas espagnol, c'est la croix et la bannière. Donc, c'est très simple pour un local, évidemment. Hein, les Espagnols le font. Et encore, il y en a qui prennent des avocats. C'est des courageux. Ils prennent rarement des avocats. Par confort, très honnêtement, pour le prix, prenez-le. Nous travaillons, nous, avec Isabelle, qui s'occupe de tout, ouverture du compte bancaire, votre NIE. Donc, très souvent, vous nous posez la question, est-ce que je dois le faire avant ? Non, faites-le pas. Demandez à Isabelle de le faire pour vous. Elle paye vos impôts annuels pour vous. Elle est votre représentante fiscale. Elle est tout pour vous, concrètement. D'ailleurs, on a fait une vidéo aussi avec Isabelle, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne. Et Isabelle aussi fait le suivi de vos suivis de non-résidents pour les déclarations d'impôts. Oui. Donc ça, c'est très important. Eh bien, nous avons fait le tour des taxes du propriétaire. La prochaine fois, nous nous voyons pour une vidéo spécifiquement sur investir en Espagne, donc la typologie de propriété à acheter, les secteurs éventuellement sur Torrevieja, exactement, une belle opportunité. Et jusqu'à la prochaine vidéo, on vous dit hasta pronto.